aussitôt que je pus rappeler mes sens éperdus, je me sentis presque suffoqué parmi une masse de terre diffuse qui aurait bien menacé de m'ensevelir entièrement si je ne m'étais pas efforcé de reprendre pied. Je restais ensuite immobile quelques instants, m'appliquant à comprendre ce qui était arrivé quand j'entendis la voix presque étouffée de Peters qui me suppliait au nom de Dieu de lui venir en aide. Je le trouvais enseveli jusqu'à mi-corps parmi une masse de terre molle qui luttait avec désespoir pour se libérer de cette oppression. J'arrachai la terre tout autour de lui et je parvins à la longue, avec toute l'énergie dont je pouvais disposer, à le tirer d'affaire. Nous en vînmes tous les deux à la conclusion que les versants de la fissure dans laquelle nous nous étions aventurés s'étaient, sous quelques convulsions de la nature, effondrés par le haut, et que, nous trouvant ainsi ensevelis tout vivants, nous étions probablement perdus à jamais. J'avais à peine avancé d'un pas qu'un filet de lumière arriva jusqu'à moi, imperceptible. Nous découvrîmes une longue lézarde. Toutefois, si l'espérance aida à nous convaincre qu'elle menait à l'air libre, la largeur de la déchirure était à peine suffisante pour passer. Nous suspendîmes alors, au risque de nous tuer, à de petites proéminences schisteuses qui saillaient ça et là. Mais les parois étaient d'une pierre de savon si glissante et si mouillée que nous eûmes le plus grand mal à pousser vers le haut, peu à peu. Nous arrivâmes enfin à ce que nous pouvions décidément appeler la surface du sol, d'où il nous fut plus facile d'entrevoir toute la contrée environnante. Tout le terrible secret du tremblement de terre nous fut révélé en un instant et au premier coup d'œil. Le défilé où s'était engagé notre détachement de 32 hommes était absolument comblé par les débris chaotiques de plus d'1 million de tonnes de terre et de pierre, véritable avalanche artificielle qui avait été adroitement précipitée. La destinée de nos camarades ne pouvait plus être l'objet d'un doute. Seuls, Peters et moi, avions survécu à cet écrasant cataclysme artificiel. Tout le pays environnant semblait fourmiller de sauvages, et de nombreux radeaux que nous aperçûmes alors étaient arrivés des îles situées au sud. Indubitablement pour aider à prendre et à piller la Jane, toujours tranquillement à l'ancre dans la baie. Les 4 canots des hommes de Tuit se remplirent aussi très rapidement de naturels qui sortaient de tous les fourrés et qui poussèrent vivement au large pour rejoindre les autres bandes. La Jane se vit alors assiégée par une foule de forcenés évidemment résolus à s'en emparer à tout prix. Les hommes laissés à son bord, quelque résolus qu'ils fussent à se bien défendre, étaient bien loin de suffire à soutenir un combat aussi inégal. Cependant, la mitraille et les boulets ramés et les gros canons de bâbord coupèrent complètement 7 ou 8 des radeaux et tuèrent roi de 30 ou 40 sauvages peut-être, pendant qu'une centaine au moins se trouvaient effroyablement blessés. Néanmoins, ce grand succès arriva trop tard pour sauver nos énergiques camarades. La bande des canots était déjà à bord de la goélette. Plus rien ne pouvait arrêter la rage de ces brutes. En quelques instants, nos hommes furent culbutés, foulés aux pieds, écrasés et mis en lambeaux. En 5 minutes, la Jane devint le théâtre d'une dévastation et d'un désordre sans pareil. Le pont fut fendu, arraché, entrouvert, les cordages, les voiles et toutes les manœuvres démolis comme par magie. En peu de temps, nous vîmes la fumée monter en lourds tourbillons à travers la grande écoutille. Le gréement, les mâts et ce qui pouvait rester des voiles prirent feu et l'incendie se propagea rapidement tout le long du pont. L'entrepont vomit alors une masse soudaine
de fumée qui ressemblait fort à un lourd et ténébreux nuage. Et il y eut jaillissant de ses entrailles, comme une expansion circulaire du feu, puis une suprême secousse que les collines se renvoyèrent en écho multipliés. Toute l'atmosphère fut alors magiquement criblée par les débris chaotiques de bois, de métal et de membres humains, telle une pluie s'abattant droite et drue de tous les côtés autour de nous. Un millier d'hommes peut-être périrent par l'explosion et 1000 autres au moins furent effroyablement mutilés. Ils semblaient entièrement terrifiés par la perfection et la soudaineté de leur déconfiture. Cependant, au bout d'un moment, nous remarquâmes un changement complet dans leur attitude, d'une stupeur absolue. Ils parurent tout à coup passer au plus haut degré d'excitation, courant vers un certain point de la baie et s'en enfuyant aussitôt, avec les plus étranges expressions de rage, de terreur et d'ardente curiosité peintes sur leur physionomie, et vociférant de toute la force de leurs poumons. « Tekkelili! Tekkelili !» L'objet de toute cette agitation était, comme nous l'aperçûmes bientôt, le corps blanc de l'étrange animal que la goélette avait pêché en mer et que le capitaine Guy avait fait empailler et conserver dans un des caissons. Il venait d'être jeté sur la côte par l'explosion, mais aucun des sauvages ne semblait vouloir s'en approcher tout à fait. Bientôt, toute cette foule se précipita dans l'intérieur de l'île en vociférant ces « Tekkelili! Tekkelili !» Peters et moi résolûmes de tenter d'opérer une descente sans être aperçus par les naturels. Nous dûmes pour cela manœuvrer avec toutes les précautions préalables, car la plus légère imprudence pouvait nous exposer en plein à la vue des sauvages du village. Parvenus en bas, non sans péril, nous nous trouvâmes alors à quelques lieues de la ravine qui était devenue le tombeau de nos amis. Le lieu avait un aspect de dévastation étrange, comme ces lugubres régions qui marquent l'emplacement de la Babylone ruinée. Aussi loin que l'œil pouvait atteindre, il n'y avait aucune trace de végétation quelconque dans toute cette étendue désolée. Nous décidâmes à nous diriger vers la côte. Quand un des sauvages sauta sur nous depuis une petite caverne et assena à Peters un coup de massue. J'avais encore sur moi 2 des pistolets en bon état. J'ajustai rapidement l'assaillant, qui était au moment de percer Peters de sa lance, mais qui sauta sur ses pieds sans accomplir son dessein. Nous allions le mettre à mort quand Peters eut l'idée qu'il y aurait peut-être quelque avantage pour nous à le contraindre à nous accompagner dans notre tentative de fuite. Nous le traînâmes donc avec nous, en lui faisant bien comprendre que nous étions décidés à le tuer s'il faisait la moindre résistance. Nous fûmes rappelés à nous-mêmes par des cris retentissant dans le lointain. Bien évidemment, notre coup de feu avait donné l'alarme aux sauvages et nous étions en grand danger d'être découverts. Comme nous surgissions à découvert dans la baie, nous vîmes à notre grand effroi une foule immense de naturels qui sortaient du village et de tous les points visibles de l'île, se précipitant sur nous, gesticulant avec fureur et hurlant comme des bêtes sauvages. Nous étions au moment d'essayer de faire une retraite quand nous découvrîmes l'un des 4 canots non occupés et seulement chargé de 3 grosses tortues et pourvu de pagaies. Nous en prîmes immédiatement possession et nous filâmes rondement vers le large, laissant nos assaillants exhaler leur rage et leur fureur dans une série de cris et de vociférations horribles. Vraiment, nous l'avions échappé belle. Nous fîmes tous nos efforts pour laisser l'île derrière nous, forçant notre captif à prendre une pagaie. À ce moment, nous ignorions, fait qui nous fut plus tard affirmé par notre captif, que les 3 autres de ces canots avaient été mis en pièces par l'explosion de la Jane.